en tant que professeur de la faculté Warroquet d'économie et de gestion, en tant que doyen de cette même faculté et au nom de l'Université ouverte, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'introduire aujourd'hui la conférence « Marx et Keynes, qu'ont-ils encore à nous apprendre, à nous dire aujourd'hui ?» Alors, c'est une conférence qui fait partie d'un cycle de conférences intitulé « Les invités de l'UMONS » où on fait venir un certain nombre d'interlocuteurs sur différents thèmes. Citons par exemple bientôt « Limiter durablement la pollution plastique » ou encore « C'est quoi être un homme aujourd'hui ?» ou encore le développement de l'intelligence chez l'enfant. Vous voyez, des thèmes très variés qui peuvent avoir un intérêt pour une majorité d'entre nous. Alors, l'UMONS est présente à Charleroi depuis 40 ans cette année. Elle y a débuté par une collaboration avec ce qu'on appelait à l'époque le CUNIC, qui est l'ancêtre de l'Université ouverte. Et bien, vous le voyez, on est toujours là et on a vraiment envie de continuer à développer notre présence sur Charleroi. Alors, nos intervenants d'aujourd'hui sont des passionnés par l'auteur qu'ils représentent. Et à votre gauche, dans les cordes là-bas, nous avons Serge de Ruette. Alors, Serge de Ruette est originaire de la Louvière. Il a étudié à l'Athénée provincial. Il est docteur en sciences politiques de l'ULB, actuellement président de l'École des sciences humaines et sociales de l'Université de Mons. Il y enseigne l'histoire de la pensée politique, l'histoire contemporaine, les doctrines et régimes politiques, la sociologie politique, les partis et idées politiques et la critique historique. Il est auteur de plusieurs ouvrages, de nombreuses études sur des questions de sciences politiques et d'actualité politique, d'histoire sociale belge, de la Révolution française. Il s'intéresse à l'histoire de la pensée et tout particulièrement à Jean Meslier, cet étonnant curé fondateur de l'athéisme, encore trop peu connu à l'heure actuelle, et pourtant un élément important dans l'histoire des idées politiques et philosophiques. C'est un précurseur de Karl Marx, en fait. Il a publié à cet égard une vingtaine d'études et d'articles scientifiques et d'articles de vulgarisation. Donc c'est vraiment un acteur qui connaît vraiment ce domaine, ce domaine en particulier et tous les domaines qu'il va nous développer aujourd'hui. Alors, à votre droite, Joseph Pagano, né à Charleroi, Giuseppe Pagano, souvent, comme on le dit. Entre nous, c'est Joseph, mais Giuseppe, c'est le nom d'origine. Docteur en sciences économiques appliquées à l'Université de Mons en 1994, professeur ordinaire, chef du service finances publiques et fiscalité, auteur de multiples articles scientifiques ou livres, dont le dernier est l'introduction à la pensée de Keynes, le long terme, c'est maintenant. Alors, membre au cours de sa carrière de multiples organismes officiels tels que le Conseil supérieur des finances, la Task Force FEDER et FSE de la région wallonne, coordonnateur du groupe d'experts scientifiques dont les travaux sont à l'origine du plan Marshall 2022. On en passe et des meilleurs. Il y a vraiment un passé au niveau de sa carrière très important. Alors, au sein même de l'UMONS, il a occupé de multiples fonctions. Il a été doyen, il a été vice-recteur en charge du développement institutionnel et régional, président du Conseil de développement durable. Bref, j'ai l'habitude de dire que c'est notre star. Notre star, pourquoi ? Parce qu'il est également très présent dans les médias. L'économiste universitaire le plus souvent interviewé pendant la crise financière, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que nous pouvons retrouver dans un mémoire de l'ULB. Alors, entre les deux, pour arbitrer le débat, Dominique Cabiot, de l'Université ouverte. Alors, né en 1959, il a travaillé très tôt en qualité de technicien supérieur. Il devient collaborateur de Philippe Maystadt, secrétaire d'État dans le premier exécutif régional wallon, puis ministre de la fonction publique. Il a aussi été membre du cabinet du ministre de l'Emploi, Michel Ansen, pour s'occuper des mesures de résorption du chômage. En 1988, il devient responsable syndical dans une centrale de service public. Il en devient le vice-président exécutif national en 2009. Et depuis 2014, il est l'administrateur délégué de l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Membre du conseil d'orientation de l'ARES, c'est un grand lecteur et il est membre du comité éditorial de la revue Politique. Alors je pense que nous avons là une belle équipe pour encadrer cette soirée et je vous la souhaite très agréable.
Merci, Madame la doyenne. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de nous avoir rejoints pour une rencontre qui présente, comme disent les œnologues, un beau potentiel. Dans la littérature, l'Uchronie est un procédé qui, au départ d'une situation elle-même bien réelle, envisage des développements qui reposent sur l'imagination et sur la fiction. C'est bien entendu un procédé qui permet des recréations, des paradoxes historiques et des trouvailles créatives. Ce n'est pas exactement ce que nous allons faire ce soir, même si nous allons tout de même imaginer une sorte de regard croisé entre deux penseurs majeurs dont l'un est mort précisément l'année de la naissance de l'autre. Et nous n'allons pas tenter l'exercice par pur divertissement intellectuel, ce qu'autoriserait néanmoins le seul plaisir d'écouter deux personnalités à l'intelligence aussi vive et acérée que nos deux intervenants, si nous avons trouvé judicieux, parce qu'actuel, de mettre sur pied cette singulière confrontation, c'est parce qu'il nous semble que la pensée et les idées de Karl Marx et de John Maynard Keynes n'est probablement pas aussi datée et obsolète que ce que leurs détracteurs veulent nous faire croire. En effet, si l'on considère les doctrines et les systèmes de pensée qui les ont remplacées, et plus encore les politiques qui en ont découlé, c'est un constat d'échec patent qui peut être dressé, puisqu'aussi bien ces politiques ont fait la démonstration de leur incapacité à garantir dans la durée le progrès social, la réduction des inégalités, le développement harmonieux et serein des sociétés humaines, et moins encore à anticiper les défis environnementaux qui mettent en péril la survie même de l'espèce humaine. Nous essaierons de voir dans quelle mesure ces graves dangers eussent pu être évités grâce au marxisme ou au keynésianisme, et surtout, s'il ne convient pas, et comment, de les réhabiliter s'il n'est pas trop tard. Nous allons aborder cette question et quelques autres pendant près de 40-45 minutes, de façon à vous permettre à l'un et à l'autre de développer votre point de vue et vos arguments sans être stressé comme sur un plateau télé où, en coupant l'interlocuteur, on dit on y reviendra tout à l'heure et on n'y reviendra jamais. Donc vous avez vraiment le temps de développer. Et puis, nous aurons un moment de discussion avec le public, curieux et extrêmement averti. Nous terminerons par le verre de l'amitié offert par l'Université de Mons et l'Université ouverte, et ce sera l'occasion de prolonger la discussion, car sans doute toutes les questions n'auront pas pu être posées. Et aussi, ce sera l'occasion d'enrichir votre exemplaire du livre de Joseph Pagano auquel on a fait référence et du livre de Serge de Ruette dont il a été question, de l'enrichir d'une signature qui lui conférera tout à la fois une plus-value sentimentale et bibliophilique. Alors sans plus tarder, interrogeons-nous sur la doctrine de Keynes et Marx. Est-ce qu'elle vous paraît encore pertinente aujourd'hui pour affronter les situations complexes et périlleuses devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui? Je donne la parole à Serge de Ruette qui ouvre ainsi la discussion. Merci de me laisser commencer. Donc, dans l'ordre chronologique, Marx avant Keynes et peut-être un Marx d'une actualité très brûlante encore aujourd'hui. On a l'habitude de situer Marx au XIXe siècle. On a l'habitude de dire aussi que c'est dépassé parce qu'il serait du XIXe siècle. C'est oublier que d'autres courants de pensée, le libéralisme, sont plus anciens encore que le marxisme. Et s'il est une question de naissance d'une conception du monde, d'une conception de l'organisation économique, ce n'est pas le meilleur moyen que de le voir à travers la période dans laquelle il est né. La pertinence d'une conception doit se juger autrement. Elle se juge à partir de la capacité d'analyser ce qu'il en est. Alors le marxisme au milieu du 19e siècle, au cœur de ce siècle de développement industriel, va s'attaquer en termes d'économie, à l'analyse du capital. Ce n'est pas le seul élément sur lequel le marxisme va se retrouver à être une conception fondatrice. Il y a d'abord et avant tout cette idée qu'il s'agit d'être une théorie pour l'action. Marx, et il le fait dès 1845, il a 27 ans à cette époque, Marx va assigner à la philosophie le soin
de transformer le monde. Alors ce n'est pas un idéaliste qui prône que les idées doivent être transformatrices du monde, mais il veut dire que les idées ne peuvent pas simplement interpréter ce monde, elles doivent servir à le transformer. C'est le point de vue qu'il va développer toute sa vie, qu'il continuera toute sa vie à défendre et à développer une conception pour l'action. Et il va le situer dans une interprétation de la société qui est fondée non pas sur une unité, une homogénéité, une osmose entre les différentes couches et composantes sociales, mais fondée sur des oppositions, des contradictions, ce que sont les luttes de classe qui sont toujours actuelles dans une société qu'il se mettra à analyser et dont il rendra compte dans son magnum opus, le capital qui est une analyse de la société capitaliste, mais également un guide pour transformer cette société en pointant les contradictions qui en sont au cœur. Alors, on peut dire que ces contradictions du capitalisme qu'il a mis en évidence et qu'il a tenté d'expliquer dans le Capital, elles existent toujours et elles se développent toujours plus aujourd'hui, non plus à l'échelon national, comme c'était le cas quand le Capital au XIXe siècle était couvert par le vêtement national, mais aujourd'hui, de façon transnationale, internationale, c'est dire que la pertinence du marxisme a pris une ampleur bien plus grande encore que celle qu'elle revêtait lors du XIXe siècle comme analyse de la réalité économique, comme guide pour transformer cette réalité économique et montrer que le capitalisme ne peut pas avoir d'avenir. Ça me fascine toujours, personnellement, de voir que l'on considère les situations dans lesquelles on se trouve comme devant être éternellement perpétuées, comme devant être d'une certaine manière éternelle elle-même. Comment peut-on penser qu'un système qui a à peine 2 siècles d'existence et a déjà épuisé la quasi-totalité des ressources humaines, et l'a fait en exploitant des masses de travailleurs toujours plus importantes pour produire d'énormes quantités de richesses qui sont accaparées dans des mains toujours plus réduites. C'est ce que la réalité d'aujourd'hui montre. C'est l'analyse que le Capital de Marx propose, un capital qui ne peut plus être viable. C'est donc, si on se limite à cette question économique, un des éléments de la pertinence de cette conception pour moi, mais il y en a bien d'autres et j'imagine qu'on reviendra dans le débat. J'ai annoncé la question de l'analyse sociale fondée sur les luttes de classe. Je pourrais aussi aborder la question de la conception politique que le marxisme propose, sa conception de l'État qui est loin d'être celle que l'on a l'habitude d'enseigner dans les facultés de sciences politiques. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ça mériterait aussi d'être intéressant. Je vais me limiter ici. Oui. Merci. Donc, il nous dit que l'analyse marxiste et aussi les prévisions faites par Marx du développement du capitalisme le rendent plus actuel que jamais. Qu'en est-il pour Keynes, Joseph Pagano ? Oui, d'abord, merci pour votre présentation et pour ton introduction, Dominique. C'est bien sûr un grand plaisir d'être ici ce soir et de discuter avec Serge. Toujours des discussions intéressantes et voilà, disons constructives. Alors oui, d'abord, c'est vrai que le keynésianisme, les idées de Keynes reviennent petit à petit à la mode. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Comme tu l'as, Dominique, fort justement indiqué, on est à un moment où il faut bien constater, que ça nous plaise ou non, que depuis 25 ans, c'est ce que je dis, depuis 40 ans, dit Stiglitz, voilà, question, on peut justifier les deux, mais on a conduit des politiques qui étaient construites sur l'idée que le long terme serait meilleur, que la solution apparaîtrait à long terme. Aujourd'hui, ces politiques ne donnent pas satisfaction à bien des égards. S'il y a un domaine où elles ont été efficaces, où effectivement on a pu résoudre les problèmes, c'est celui de la stabilité des prix. Nous avons des taux d'inflation qui sont proches de zéro.
Chose que quand moi j'étais étudiant, et donc quand j'avais cours à la caserne où tu as encore tes bureaux, bah, on considérait, cours d'ailleurs avec d'excellents professeurs qui sont encore présents ici, on considérait que c'était pratiquement impossible. Mais en dehors de ce grand succès, il faut reconnaître que dans les autres domaines, bah, les résultats ne sont pas satisfaisants. Le niveau du chômage est encore aujourd'hui beaucoup trop élevé. On est loin de cette idée de plein emploi auquel les keynésiens sont particulièrement attachés. Il ne faut pas oublier que le livre de Keynes s'appelle « La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». Donc ce n'est pas par hasard que c'est l'emploi qui apparaît le premier dans le titre. Pourquoi? C'est l'objectif majeur. Ben, voilà, on n'y est pas. C'est sûr par ailleurs qu'en termes d'inégalité, alors qu'à nouveau l'idée était, eh bien, l'évolution spontanée va nous amener plus d'égalité, la constatation qu'on fait aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est que l'évolution spontanée, si on laisse le marché fonctionner, l'évolution spontanée conduit vers plus d'inégalité et non pas vers plus d'égalité. Enfin, bien entendu, est apparue cette question nouvelle et majeure qui est celle des préoccupations environnementales et singulièrement climatiques. Donc, le haut niveau, si je puis dire, d'insatisfaction sur ces 3 points clés qui sont l'emploi, les inégalités et le climat, conduit presque inévitablement à remettre en cause des politiques qui existent pratiquement inchangées depuis 40 ans ou 25 ans. Je dis 25 ans parce que le traité de Maastricht, 92, ça fait 27, voilà. Alors, est-ce que ça ramène sur le devant de la scène l'analyse marxiste? Je laisse à Serge, bien sûr, le plaisir d'y répondre. Mais il est manifeste que ça ramène sur le devant de la scène des conceptions plus keynésiennes de l'économie. Manifeste, par exemple, quand on regarde la politique de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, depuis 2008-2009, ben, c'est parfois le sentiment de relire mot par mot ce qui se trouve dans la théorie générale. C'est l'idée qui a été vulgarisée par Keynes lui-même en 1936 pour relancer l'économie. La première chose à faire, c'est écraser les taux d'intérêt, ce qu'il appelait l'euthanasie des rentiers, écraser les taux d'intérêt. Et quand on lui demandait, mais monsieur Keynes, donc pas monsieur le professeur, parce qu'il n'était pas professeur, ce n'est pas lui qui était professeur à Cambridge, lui était que l'assistant du professeur, mais bien entendu, il était beaucoup plus célèbre que le professeur. Quand on lui disait, monsieur Keynes, que faut-il faire pour faire baisser les taux d'intérêt? Ben, il répondait, ce n'est pas difficile, il faut créer des liquidités, imprimer des billets, ce que la Banque centrale fait aujourd'hui. Donc on a déjà sur le plan monétaire des politiques qui sont directement inspirées de l'idée keynésienne. Alors ce n'est pas le cas en ce qui concerne la politique budgétaire, ça j'imagine qu'on y reviendra. Mais si on regarde l'allure générale, si vous voulez, des politiques qui sont menées aujourd'hui, elles sont de plus en plus d'inspiration keynésienne. Je dirais qu'il y a quand même un tournant facile à comprendre, c'est 2008. La crise financière oblige les États, y compris l'État américain du président Bush, qui n'est pas du tout un keynésien a priori, oblige les États à intervenir pour sauver le système économique, le système de marché de l'implosion. Ça, c'est ce que Keynes a toujours dit qu'il fallait faire, et c'est toujours ce qu'il a proposé de faire. Donc la différence majeure entre les deux conceptions marxistes et keynésiennes, telles que moi je la comprends, Serge, sous réserve que tu sois d'accord, c'est que Keynes ne veut pas renverser le système. Il ne veut pas supprimer le capitalisme, mais il veut faire en sorte qu'il fonctionne mieux, qu'il fonctionne bien. Et, pour le dire avec des mots simples, il faut mettre le capitalisme libéral à l'abri des excès de certains libéraux. Alors, ce n'est pas précisément le programme marxiste. Qu'on puisse dire. Donc, Joseph a très bien mis le doigt sur ce que représentait le keynésianisme. Donc j'attendais de pouvoir intervenir sur cette question. J'ai insisté sur le fait que le marxisme, avec l'analyse que propose Marx dans Le Capital, va faire d'une certaine manière un courant d'interprétation économique en
tant que tel le deuxième grand courant dans le 19e siècle, après celui des économistes classiques Adam Smith et David Ricardo. Keynes sera un nouveau courant dans le 20e siècle, et Joseph l'a bien dit, sa préoccupation, à la différence du marxisme, ce n'est pas de renverser le capitalisme, c'est l'inverse. C'est de sauver le capitalisme. D'une certaine manière, il rejoint là Smith et Ricardo, mais il les rejoint en voulant les transformer profondément, parce que cette idée de la main invisible du marché qui résout tout, pour lui, ça ne fonctionne pas. Et dans l'entre-deux-guerres, on le voit clairement, le capital se retrouve confronté à une crise de surproduction, et cette crise de surproduction, elle menace de l'emporter. Elle a déjà subi des défaites lors de la Première Guerre mondiale. Il a fallu la laisser un énorme pan de marché avec ce nouveau système inédit qui était le collectivisme à l'Est avec l'Union soviétique. L'Union soviétique qui gagne en prestige avec la Révolution, et quand l'Europe sortira de la guerre en novembre 1918, ce sera dans la Révolution, et avec la crainte de sa transformation, la grande crise des années 30 va ressusciter cette crainte que le capitalisme puisse être dépassé, et donc, d'une certaine manière, que le marxisme puisse avoir raison et que ce capitalisme ne soit pas viable. Il faut le sauver. Keynes intervient à ce moment et dans cette perspective. Pour sauver le capitalisme, il ne faut plus s'en remettre simplement aux sacro-saintes lois du marché. Il faut intervenir, il faut agir directement, et il faut agir pour booster, relancer la demande. C'est là où Keynes se distingue aussi en matière strictement économique du marxisme. Il voit la crise comme une crise de sous-consommation, là où Marx, suivant cela les classiques libéraux, voyait une crise de surproduction. On a trop produit, et donc la production réclame ses droits, elle s'effondre et elle entraîne faillite et misère parmi les travailleurs. Keynes, lui, voit simplement une sous-consommation, donc il s'agit que l'État puisse intervenir pour remédier à cela. Il s'agit d'une certaine manière d'administrer un remède à ce capitalisme malade pour le sauver des dangers qui le guettent, qui le menacent. Et Keynes a un œil qui est dirigé sur l'Union soviétique qui, dans les années 20, dans les années 30, est une menace pour le monde occidental. C'est la grosse différence. Une autre différence que l'on va retrouver et qui est fondamentale entre le keynésianisme et le marxisme sur cette vision des choses, le marxisme, lui, tient le point de vue que le capitalisme ne peut pas avoir d'avenir. Et d'une certaine manière, on peut lui donner tort aujourd'hui, parce que ça fait, comme on le dit déjà un certain temps, que ce capitalisme, il persiste là où le marxisme avait annoncé qu'il ne tiendrait pas. On a seulement 2 siècles de recul. Imagine-t-on que l'on puisse se retrouver d'ici à un siècle ou d'ici à un millénaire, l'an 3000, seront-on toujours dans cet horizon indépassable d'une économie capitaliste, alors qu'elle est fondée sur tant et tant de contradictions sur lesquelles le marxisme avait mis l'accent. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir sur ces contradictions ou si je peux les exposer maintenant. Ce sera peut-être l'objet d'une autre question, bien Jean? Tout à l'heure, parce que je voudrais, si vous le permettez, qu'on en revienne quand même à une question préalable. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à un moment donné, le keynésianisme et le marxisme ont été en quelque sorte mis au rebut, ont été dépassés? Ce serait utile quand même, parce que ici, vous êtes en train de transformer cette salle en peut-être un clivage entre marxistes et keynésiens, mais en tout cas en train de convaincre les gens que ce sont 2 doctrines qui s'appliquent à la situation actuelle. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça a été totalement mis de côté? Et on pourrait peut-être parler de Keynes. D'abord, c'est une excellente question, puisque j'ai dit tout à l'heure que le keynésianisme revenait sur le devant de la scène, ce qui implique évidemment qu'à certains moments, il en avait été chassé. Et bien sûr, il faut se poser cette question, mais pourquoi diable, si cette vision de l'économie est aussi performante que je le dis, pourquoi diable, à un moment donné, s'en est-on écarté?
C'est bien sûr une question centrale. La première remarque que je veux faire par rapport à cette question, c'est qu'on ne s'en est jamais écarté autant qu'on le croit. Que les politiques qui ont été menées ont toujours gardé tout compte fait un fond de keynésianisme. Si on inclut dans le keynésianisme l'idée d'une redistribution des revenus via les systèmes de sécurité sociale, les systèmes de sécurité sociale, bien sûr, avec des fluctuations des hauts et des bas, existent aujourd'hui dans tous les pays européens et dans une certaine mesure aux États-Unis, ils n'ont pas disparu. Si on doit mesurer le keynésianisme, qui n'est pas une bonne idée, si on doit mesurer le keynésianisme à la hauteur des déficits publics, mais on a malheureusement ou heureusement, ça c'est une question dont on peut discuter, on a toujours eu des déficits publics. Donc cette idée que le keynésianisme avait disparu doit être nuancée. Néanmoins, c'est vrai que 74, la crise de 74, que quand j'en parle à mes étudiants, évidemment, ils croient que je suis vieux. Aujourd'hui, je parle à un public qui s'en souvient probablement un petit peu, enfin, sauf les plus jeunes, évidemment, on s'en souvient un peu mieux. Ces crises de 74, effectivement, posent un problème, un double problème aux keynésiens. Il y a d'abord un problème théorique économique. La théorie générale n'a pas été prévue pour ça. Ce qui me fait écrire dans le livre que tu as eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure, que tout compte fait, la théorie générale n'est pas aussi générale que Keynes l'avait écrit. Pourquoi n'est-elle pas générale? Parce que comme tu l'as, Serge, fort bien illustré, j'ai même plus grand-chose à dire, puisque tu expliques aussi bien le point de vue marxiste que keynésien. La théorie générale a été construite pour des situations où la demande est insuffisante, pour les problèmes ou excessive. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Donc c'était une situation où il y a lieu de gérer intelligemment la demande. Mais 74 est un choc d'offre, c'est-à-dire les conditions de production de l'offre c'est la production, sont brusquement modifiées par l'augmentation, à l'époque, du prix des produits pétroliers, qui font que l'offre se contracte, quand les coûts de production augmentent, l'offre se contracte, c'est automatique, et on se trouve alors devant un phénomène qui met les keynésiens à kia, c'est la présence simultanée d'inflation et de chômage. Et ça, il faut bien reconnaître qu'à l'époque, aucun des grands keynésiens, Tobin, Samuelson, principalement, Solow, ni Tobin, ni Samuelson, ni Solow, qui sont tous les trois prix Nobel d'économie, tous les trois keynésiens patentés, aucun de ces keynésiens, X ou John X, aucun de ces keynésiens n'a une solution. Ça, c'est une défaite théorique, et il faut constater que c'est comme ça. Je pense très sincèrement que ce n'est pas le plus important. Ce qui explique davantage encore le recul de la conception keynésienne de l'économie. Attention que Keynes est mort depuis longtemps déjà, et donc ce n'est pas la conception de Keynes, c'est la conception des disciples de Keynes, il faut être prudent. C'est la montée d'un conservatisme aux États-Unis, en Angleterre d'abord, mais qui évidemment se répand aussi sur l'Europe continentale, d'un conservatisme porté par ce qu'on appelle la révolution conservatrice, l'époque de Reagan et de Madame Thatcher, qui ne peut pas accepter non pas la théorie de Keynes, ils ne la connaissent pas, mais les conclusions de Keynes. Cette idée que le marché peut être corrigé dans ses excès par l'intervention des États, notamment en matière d'égalité et d'inégalité, est pour eux et pour elles parfaitement ingérable et indigeste. Et c'est un combat qui est principalement politique, avec l'idée défendue par Milton Friedman. Donc Milton Friedman, c'est le grand économiste de la tradition monétariste, qui est donc le point de vue économique qui correspond à cette école de pensée conservatrice. Le grand point de vue de Milton Friedman, c'est de dire laissez faire le marché et les inégalités disparaîtront. Alors, c'est vrai que 40 ans après, 25 ans après, les faits ne donnent pas raison à Milton Friedman. Ça veut dire que peut-être nous ne sommes pas encore dans le long terme, que peut-être il faut encore attendre 25 ans de plus ou 40 ans de plus, d'où le titre du livre. Maintenant, ça suffit. Le long terme, c'est maintenant. C'est clair, c'est manifeste que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pendant une période tellement longue que si on veut éviter des problèmes encore plus graves, il faut un peu changer probablement, non pas changer complètement le système, ça c'est un point de vue qui est marxiste, qui n'est pas keynésien,
mais changer les modalités dans lesquelles ce système fonctionne. Donc le crépuscule provisoire, selon Joseph, de la pensée de Keynes, c'est la droite texane pour qui l'État est le problème et pas la solution. Alors en ce qui concerne Marx, dans les années 60, Sartre dit que c'est l'horizon indépassable. Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est pas étendu à l'ensemble de la planète? Mais le marxisme, je le disais au départ, et j'imagine que ça reviendra dans cette soirée à travers les questions, le marxisme est bien plus qu'une seule conception de l'économie capitaliste. C'est une conception du monde, une conception de la vie, une conception de la société et d'une société qui est fondée non pas sur une unité, une homogénéité, comme on aime si souvent le présenter dans les médias, dans les écoles, à travers l'idée de citoyenneté, où les citoyens, alors qu'il y en a tant qui sont moins égaux qu'une minorité d'autres, les citoyens seraient tous égaux. Non, pour le marxisme, il n'y a pas d'homogénéité sociale, il y a des contradictions fondamentales qui opposent les détenteurs de richesses à ceux qui ne les opposent pas, et c'est ce qui fonde la lutte de classe, la manière dont les hommes produisent leur richesse à partir de ces contradictions qui font que certains possèdent et d'autres ne possèdent pas. Donc une très bonne réponse, mais pas à la question. Mais si, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout cela n'apparaît pas et donc, Dominique, tu es un peu trop pressé, parce que j'y viens précisément. Mais pour y venir, il faut peut-être préciser. Les préliminaires, très important. Je ne te le fais pas dire. Voilà, et je pense qu'on sera là tous d'accord avec Dominique sur cette question. Voilà donc, j'y viens précisément parce que c'est parce que cette société est divisée que l'on se retrouve avec des points de vue exprimés à partir de ces divisions. Comment pourrait-on avoir une conception du monde qui s'exprime en faveur d'une partie et d'une partie dominée, opprimée de l'humanité, qui deviendrait majoritaire et qui finirait par subjuguer l'ensemble de la sphère idéologique au point d'apparaître comme évidente et dominante? Cela n'est pas possible. Le marxisme reste le point de vue de la défense des opprimés, des exploités, et il le fait à travers des conceptions qui sont développées inversement à travers les médias qui défendent, les médias dominants, mainstream qui défendent les intérêts des possédants. Donc comment le marxisme pourrait-il obtenir une unanimité? Non. Le critère de vérification du marxisme, ce ne sera pas de voir convaincu l'ensemble des esprits, ça sera au contraire d'avoir réussi à transformer une société dans le sens qu'il indique. Voilà le critère de vérification. Dominique, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde... L'aliénation. Si tu permets, ça peut être intéressant, juste une parenthèse, de dire ce que Serge vient d'expliquer, qui est évidemment juste dans la vision marxiste. C'est une des différences majeures entre les deux points de vue. Parce que parfois, quand on nous demande à tous les deux, ben voilà, quelle est la différence? Une des différences majeures, c'est exactement ça. Qu'il y a une radicalité, une volonté de changer le monde du côté des marxistes qui n'existe pas du côté des keynésiens. L'idée de Keynes n'est pas de changer, d'abolir le capitalisme, il est de le réformer, de le faire fonctionner mieux. Keynes n'est pas un capitaliste pur. Il dit, j'ai des citations ici, il dit à plusieurs reprises, le capitalisme est un système abominable. Seul problème, je ne vois pas par quoi le remplacer. D'où son idée de faire en sorte de le rendre moins abominable, de le faire en sorte, par exemple, de réduire les inégalités, et évidemment pas pour l'égalité complète, peut-être par différence aussi avec Marx, de réduire les inégalités pour faire en sorte que ce système continue, non pas à survivre, parce que ce n'est pas le terme exact, continue à exister, continue à produire de la richesse, Keynes étant persuadé que le capitalisme est un système qui produit beaucoup de richesse, beaucoup de valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui. Et donc c'est une vision beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Si vous voulez, au lieu de renverser et de se retrouver face à un vide, parce que quand on a détruit un système, il faut voir ce qu'on met à la place, l'idée c'est de faire en sorte que ça fonctionne mieux,
Ça fonctionne bien. Je veux dire de ce point de vue-là, puis j'arrête bien sûr, qu'il faut quand même reconnaître des statistiques, des données. Bien sûr, je vous ai dit 40 ans de politique dite néolibérale n'ont pas donné les résultats escomptés. Je pense que c'est vrai. Enfin, il faut quand même reconnaître qu'au-delà de toutes les crises, et nous en avons eu quelques-unes, le niveau de vie, le niveau de bien-être des hommes et des femmes aujourd'hui est unique dans l'histoire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les hommes et les femmes n'ont eu, par exemple, pour prendre un critère facile et peu contestable, une espérance de vie aussi élevée qu'aujourd'hui. À dessein, j'oublie le PIB, parce que si je lance le mot PIB, je sais qu'on va me dire, oui, mais le PIB n'est pas un bon indicateur, machin. Laissons tomber, admettons. Prenons un indicateur qui n'est pas contestable, enfin qui n'est à ce jour pas contesté. Peut-être qu'il est contestable, mais n'est pas contesté. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu des niveaux d'espérance de vie qu'on calcule à la naissance, mais d'espérance de vie aussi élevés qu'aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais, on a eu autant de jeunes femmes, et parfois de femmes un peu moins jeunes, à l'université. Mais c'est un critère très très important, c'est un critère d'égalité fondamentale, c'est un critère d'espoir pour notre société, de voir comme la mère de Keynes, qui était une des toutes premières femmes en Angleterre à être universitaire, puisqu'avant c'était interdit. Donc elle est arrivée juste à la période où on a autorisé les femmes à entrer à l'université de Cambridge. Je sais que je suis un peu long, si vous me permettez. On est allé voir avec Marianne, on a créé pour ça un college, donc college ça veut dire faculté, en dehors de la ville, à l'extrême périphérie. Elle n'est pas la faculté qui accueillait les femmes, Newham, ça s'appelait comme ça, n'est pas dans le cœur de Cambridge, magnifique où se trouvent tous les autres collèges, King's, Trinity, etc. Non, il y avait une longue promenade à pied pour sortir de la ville et à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce qu'on ne mélangeait évidemment pas, ce n'était pas pensable de mélanger les hommes et les femmes. Enfin, elle était quand même dans les toutes premières femmes à avoir fait l'université. Et quand on voit aujourd'hui les taux de fréquentation des étudiantes à l'université, mais il faut se rendre compte qu'il y a là un progrès qui est gigantesque. Alors bien sûr, il reste, je suis d'accord avec Serge fondamentalement, il reste bien des situations qui sont inacceptables. Bien sûr, le monde entier n'a pas le niveau de bien-être que nous avons, c'est tout à fait exact. Bien sûr, il y a l'énorme problème climatique, environnemental en général, climatique en particulier. Mais il ne faut quand même pas non plus oublier les avantages d'un système qui de temps en temps dérape, ça c'est vrai, mais qui ne dérape quand même pas en permanence. Je m'excuse d'avoir été long. Non, il y a une dynamique du débat et je ne suis pas l'autorité absolue. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot sur le fait que le recul, le reflux, sans doute provisoire du marxisme, est un peu lié aussi à la faillite des États se réclamant du marxisme, du socialisme réel. Et donc, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui est sans doute une imposture, mais qui est une donnée qui a dû peser dans l'évolution. Mais bien sûr, donc voilà, vous avez votre réponse qui a déjà été formulée dans les questions. Hein. Doriot, c'est les préliminaires, mais Pagano, c'est les post-liminaires. Hein, il est fort là-dedans. C'est important également. Je n'esquive pas la question. Je voudrais quand même répondre d'abord à ce qu'a dit Joseph en prenant un indicateur qui est l'espérance de vie. C'est vrai qu'on peut voir une élévation de l'espérance de vie, mais ça dépend où on se situe. Et dans une société où le capital avait comme lot de se développer de façon élargie, systématiquement, de déborder les frontières à la fin du 19e siècle, l'impérialisme, et de le faire encore dans tout le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, là où le capitalisme est planétaire et où le monde est un village dans lequel le capitalisme se sent bien, on voit à l'échelle planétaire non pas une amélioration du sort de la majorité de la population, mais au contraire une extension de l'exploitation de millions et de milliards d'êtres humains largement. Alors si l'on veut prendre la question de l'espérance de vie, ça
dépend du niveau de revenu et ça dépend du niveau d'organisation. Dans les pays pauvres, l'espérance de vie, elle est toujours extrêmement basse. Elle se situe là où elle était au XIXe siècle, dans les pays européens, pour le monde ouvrier qui produisait les richesses, sauf dans certains pays. Et si l'on prend la comparaison entre deux îles qui sont deux îles relativement semblables et qui ont divergé politiquement depuis un demi-siècle, Haïti et Cuba, l'espérance de vie est de différences sensibles selon qu'on se trouve dans un monde où règne un capitalisme sans partage et la pauvreté, et dans un monde qui, sous l'embargo, a tenté d'en sortir à partir des mesures de collectivisation, des mesures de rassemblement de ressources et de sa planification. Pour le reste, effectivement, je ne veux pas esquiver la question, la manière dont le marxisme s'est imposé dans le XXe siècle à travers des États dont l'Union soviétique, qui après 3/4 de siècle s'est lamentablement effondrée. Elle s'est effondrée pour une part parce qu'il y avait des pressions extérieures qui étaient formées sur ce monde rétif aux forces du marché, mais aussi parce qu'il y avait une corruption qui était innommable là. On peut se dire qu'on n'avait pas le meilleur exemple d'application du marxisme, sauf qu'on se retrouve dans une situation d'exacerbation des tensions, la Première Guerre mondiale, et qu'en Russie éclate la révolution, que cette révolution était espérée ailleurs en Europe, qu'elle ne suivra pas, que la Russie va être alors agressée par ceux qui ont triomphé dans la Première Guerre mondiale, la terrible guerre civile qui en 1921 ne laisse quasi rien debout, avec un recul énorme en matière économique, et qui sur une vingtaine d'années, tout l'entre-deux-guerres, dans la période du stalinisme, a construit une économie moderne, une économie qui était à même de présenter une opposition à l'armée nazie, ce que les États développés d'Europe occidentale n'ont pas été capables de faire. C'était au prix de pertes énormes, au prix de la nécessité de recomposer un appareil politique après la guerre dans lequel se sont glissés tant et tant de nouveaux opportunistes qui n'ont pas été au front là et n'ont pas été ceux qui ont dirigé la guerre de libération. Et dans cet opportunisme, on voit alors toutes les raisons de retrouver la corruption qui emportera l'Union soviétique, très certainement. La fin du XXe siècle n'est pas une période dans laquelle le marxisme trouvera à s'exprimer et à s'épanouir dans le monde intellectuel à partir de ces conditions historiques. Ce sont des conditions objectives, historiques, liées à des événements historiques, et ce n'est pas parce que le marxisme a régressé chez les intellectuels que l'on doit se dire que le marxisme subit là une défaite. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et je termine là-dessus, le marxisme est une conception pour l'action. Elle n'a pas pour objet de convaincre par le charme d'une argumentation raffinée l'ensemble de la population, serait-ce l'ensemble des intellectuels. Elle vise à être une arme pour transformer une société injuste en une société plus juste, et elle le fait avec les moyens du bord et ce qui rend possible de le faire. Merci pour ce développement. Nous reviendrons tout à l'heure, y compris sur le post-marxisme d'un certain nombre de mouvements aujourd'hui. On a vu à quel point la situation d'aujourd'hui se prêtait à un retour en grâce, si je puis dire, de la pensée keynésienne. Elle prend déjà une forme non dite. La Banque centrale européenne fait du keynésianisme sans le dire. Quel est, Joseph Pagano, selon vous, le chemin susceptible d'être emprunté par la pensée de Keynes aujourd'hui pour s'implanter, répondre aux défis du temps? Oui. D'abord, je dirais, Keynes, c'est un peu le spécialiste des situations inextricables. On fait appel à lui quand ça va très très mal. Quand ça va très bien, on n'a pas besoin de lui. Je signale tout de suite, ça ne sert à rien. C'est un peu comme un mécanicien, quand la voiture roule bien, vous n'allez pas... Voilà. Mais quand elle est en panne... Keynes, c'est un peu l'homme des situations désespérées. Désespérées.
Et quelque part, j'ai un peu le sentiment que la situation de l'Union européenne aujourd'hui n'est pas loin du désespoir. Il faut être un peu tous désespérés. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si on veut bien accepter l'idée que quand cette Union européenne a été construite, dans sa version actuelle, c'est-à-dire à la fin des années 80, c'était dans cette période de traversée du désert dont on parlait tout à l'heure, des idées keynésiennes et probablement marxistes aussi, qui fait qu'il y a très peu de Keynes dans la construction européenne. C'est une construction qui, dans le livre, je dis qu'elle est a-keynésienne. Ça veut dire qu'elle a été faite en dehors de la vision. C'est une vision qui est plus monétariste, plus conservatrice, enfin tout ce que vous voulez, mais qu'elle n'est pas keynésienne. Et il faut reconnaître, je le dis chaque fois que j'ai l'occasion, que ce que fait la Banque centrale aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était prévu. D'ailleurs, en Allemagne, ils ne sont pas contents du tout, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que la Banque centrale ait la politique qu'elle a aujourd'hui. Le fait que le président de la Banque centrale n'est pas allemand n'est pas nécessairement sans relation avec ce que je viens de dire. En particulier, je ne vais pas revenir sur la question des déficits budgétaires, sauf si vous le souhaitez, on peut garder ça pour la fin. Il y a en particulier un élément qui, moi, m'a toujours frappé comme profondément choquant du point de vue d'un keynésien. Moi, je suis keynésien, Serge, on avait dit qu'on ne le dirait pas, mais tout compte fait, on peut le dire. Du point de vue, c'est entre nous, ça reste entre nous ici. Oui, hein. on ne va pas aller le répéter, c'est pas si honteux que ça, finalement. Petit groupe. C'est quelque chose qui est choquant. C'est pas possible. Cette idée de sanction, vous savez que le traité, enfin, ce n'est pas le traité qui prévoit les sanctions, hein, c'est une étape plus loin, le pacte de stabilité et de croissance, prévoit que les États souverains, démocratiques, qui ne respecteraient pas les limites du déficit budgétaire et les limites de la dette, peuvent être sanctionnés par une autorité administrative. Pire, en 2011, on a ajouté à la possibilité de sanctionner la possibilité de délation, c'est-à-dire qu'un État peut traîner un autre État devant la Cour de justice parce que le second ne respecte pas les critères dits de Maastricht. Eh bien ça, c'est à peu près ce qu'on peut inventer de pire dans l'esprit d'un keynésien. Keynes est célèbre bien sûr pour sa théorie générale, mais il est aussi célèbre pour avoir écrit bien avant ça, en 1919, Les conséquences économiques de la paix, qui était une attaque. Alors il faut lire ce livre parce que je pense qu'aujourd'hui on n'oserait pas écrire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est écrit en 1919, c'est une attaque contre le traité de Versailles, et pas contre tout le traité de Versailles, mais singulièrement contre les sanctions imposées à l'Allemagne après la première, pas la deuxième, la Première Guerre mondiale. Dans l'esprit d'un keynésien, cette idée de sanction, ça n'a pas de sens. Ce qui fait la prospérité des États, c'est leur collaboration, le fait qu'ils travaillent ensemble, le bien-être des uns générant le bien-être des autres. Mais vous ne pouvez pas avoir un modèle de collaboration qui est construit sur la délation et sur la sanction. Et donc je pense qu'il y a là une sorte de contradiction presque marxiste, une contradiction presque marxiste entre ce qu'on veut faire, qui est un projet de collaboration, et les instruments qu'on met en place pour y arriver, qui sont des instruments coercitifs. Par parenthèse, on n'a jamais utilisé ces sanctions. Vous savez qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre. Pourquoi elles n'ont jamais été mises en œuvre? Imaginez un tout petit instant que l'on prenne une sanction contre la France qui dépasse allègrement les déficits autorisés depuis des années. Ils sont presque à 100% de dette publique, alors que la limite c'est 60%. Imaginez un instant que le commissaire français Moscovici prenne des sanctions contre l'État français du président Macron. Je vous demande combien de pourcents aurait alors Mme Le Pen aux prochaines élections. Mais évidemment, ça n'a pas de sens. C'est infaisable. On ne sait pas sanctionner des États démocratiques parce que vous avez une réaction de la population qui va être fulgurante. Et donc, je dirais que si on voulait revenir dans un esprit plus keynésien, la première chose serait probablement de dessiner une structure de vraie coopération, collaboration, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, on peut discuter de la question des déficits. C'est vrai que l'État belge, en principe, devrait avoir un budget à l'équilibre, ce qu'il n'a pas, mais on est très censé l'avoir. Est-ce que ça a un sens? Dans l'état actuel des choses,
beaucoup d'économistes, et pas seulement moi-même, fort modestement, mais des économistes de très grande qualité, disent mais non, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas dans une situation où il faut accumuler les situations excédentaires ou même à l'équilibre, pour plusieurs raisons. D'abord, on a besoin de relancer l'économie, ce que la politique monétaire ne parvient pas à faire toute seule. Et Keynes avait bien expliqué dans la théorie générale, attention, il se peut que la politique monétaire ne suffise pas. Donc, voilà. Donc, d'abord, il faut relancer l'économie. Deuxièmement, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir emprunter à 0%. L'État belge emprunte à 5 ans à 0%. Mais quand on peut emprunter à 0%, c'est stupide de s'en priver, alors qu'il y a des besoins gigantesques en termes d'amélioration de nos infrastructures, d'amélioration de nos écoles, la question climatique, d'isolation des bâtiments. Là, simplement la question climatique. C'est stupide de s'en priver puisque ça ne nous coûte rien. On peut emprunter à coût zéro, à 5 ans. À 10 ans, on emprunte à 0,6% en Belgique. Et là, l'Allemagne pratiquement à zéro, même à 10 ans. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. En tout cas, c'était intéressant. Et par voilà. ailleurs, je me permets une incise en disant qu'il faut lire Keynes parce que c'est un très bon écrivain. Donc il faut lire le livre de Joseph Pagano, qui est un très bon livre sur Keynes, et puis le prolonger de la lecture directement de John Maynard Keynes, parce que c'est d'abord un excellent écrivain, en plus d'être un brillant économiste. Serge, est-ce que les perspectives de développement, de retour du marxisme se trouvent dans la doctrine telle qu'elle a été figée dans le Capital, ou est-ce qu'on peut se poser, en faisant une uchronie, la question que ferait Marx aujourd'hui, que dirait Marx aujourd'hui? Est-ce que les réponses se trouvent dans le populisme de gauche? Est-ce que dans l'après-Marx, nous avons reçu il y a 2 ans, je crois, Chantal Mouffe dans une conférence conjointe Université de Mons, Université ouverte. Est-ce que c'est dans cette direction-là ou revenir à la rigueur de la doctrine? Ni la rigueur de la doctrine, ni l'invention d'utopie qui broderait à partir de l'analyse de la réalité. Une analyse de la réalité, de la situation économique et des enjeux politiques. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à cette situation? Je reprends ce que Joseph vient d'indiquer avec l'Union européenne et avec ce refus du déficit budgétaire qu'elle impose aux États, ce que Joseph considère en bon keynésien comme étant une aberration totale, mais pas seulement en bon keynésien, parce que c'est plus que Keynes qui est dénoncé par la politique de l'Union européenne, c'est une politique qui vise à défendre les plus démunis et les plus pauvres à travers une politique sociale, des services publics que l'on empêche de mettre en œuvre ou que l'on exige de démanteler au niveau européen. Alors, ce n'est pas simplement que l'Union européenne est une construction qui est fort peu keynésienne, c'est que l'Union européenne est une construction du capital pour défendre les intérêts d'un capital en pleine crise et qui agonise, et on fait payer à nouveau la crise à la population. La réponse du marxisme là, ça serait non pas de développer une nouvelle théorie, mais de voir dans les contradictions profondes qu'il y a entre cette manière dont l'officine régionale des marchés financiers qu'est l'Union européenne défend ces marchés financiers et le fait en s'opposant à la population, et donc construire, non pas tenter d'avoir une Europe qui serait sociale en la réclamant et en la présentant en n'importe quelle échéance électorale comme un objectif à défendre, mais en construisant à la base, dans la pratique, un front européen des travailleurs qui, dans un rapport de force, impose une autre ligne, la réclamer de l'Union européenne, mais c'est d'une certaine manière une chimère si on n'a pas créé ce rapport de force qui permet seul de la faire infléchir. Toutes les réformes qui ont été dans le sens de l'amélioration du sort des travailleurs à partir de ce terrible 19e siècle l'ont été dans le cadre de ce rapport de force imposé, soit parce qu'elles ont été arrachées dans les luttes, soit parce que, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, par crainte du changement, par crainte de la révolution, elles ont été concédées pour éviter le pire par les
tenants, les dirigeants, les appareils politiques qui soutiennent cette organisation qui est celle du capital. Réponse donc, non pas en revenir de façon figée, sclérosée, bien sûr, à une doctrine qui serait historiquement dépassée au XIXe siècle. La réponse, elle est dans la question. Non pas imaginer de nouvelles solutions en pensant que l'imagination pourrait transformer des contradictions profondes et réelles, mais intervenir à l'intérieur de ces contradictions. Le discours du marxisme se retrouve là. Marx a été non seulement quelqu'un qui a analysé, mais quelqu'un qui a construit des appareils, des organisations de lutte contre le capital avec Engels, la première internationale en 1864, et puis Engels a remis le couvert en 1889 avec la deuxième internationale, avec un travail de construction d'organisations politiques et d'organisations syndicales qui visait à peser sur le rapport de force. La leçon du marxisme, si elle a toute son actualité aujourd'hui, je ne l'avais pas dit en début d'intervention parce que j'imaginais que ça allait inévitablement venir maintenant. Si elle a toute son actualité, la leçon fondamentale du marxisme, c'est que cette pensée n'est pas simplement une pensée pour avoir raison, pas simplement une pensée pour convaincre, c'est une pensée pour agir et pour transformer le monde. Et ce monde a besoin de transformation, donc il a besoin plus que jamais de marxisme. Voilà. Merci. Une dernière question avant de dialoguer avec le public. Est-ce qu'on a bien compris qu'il y avait une mise en question radicale du système, une adaptation, non pas maintenir le système tel qu'il est, mais en faire un autre système plus égalitaire, plus partageur, pour assurer sa survie et le développement humain? Est-ce qu'il y a des éléments de convergence où elles ne sont que dialectiques et provisoires? Est-ce qu'il y a des éléments de convergence dans les analyses keynésiennes et marxistes qui permettraient tactiquement de transcender ce qui est en cours maintenant et qui nous amène dans le mur? Joseph Pagano. Mais je crois qu'il y a des éléments de convergence évidents sur les objectifs, enfin sur certains objectifs. Par exemple, la question des inégalités. Keynes a écrit là-dessus pas mal de choses tout à fait intéressantes, et il considère que le niveau d'inégalité qui était celui qu'il connaissait de son vivant était parfaitement inacceptable et qu'il fallait réduire ces inégalités. Donc il y a des éléments de convergence. Il y a une critique de l'économie de marché. Donc je ne veux pas dire le libéralisme, ne pas confondre l'économie et la politique. Donc l'économie de marché. Il y a une critique de l'économie de marché pure, qu'à mon avis, les marxistes ne vont pas rejeter. Sur la critique, on doit être en grande partie raison. En dehors, bien sûr, de la question à laquelle tu as fait illusion, je ne vais pas être long là-dessus, que, curieusement, mais c'est comme ça, le marxiste a une base ricardienne. Or, Ricardo est le père du libéralisme économique. Donc voilà, mais laissons tomber cette question-là. Donc sur ce point-là, il y a des convergences. Le problème, c'est que en dehors de l'acceptation ou de l'inacceptabilité, si vous voulez, du système tel qu'il est, après on diverge fondamentalement. Il y a un point sur lequel je voudrais quand même revenir, c'est la question de la démocratie et de la liberté. Keynes est un démocrate pur jus, là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un super démocrate. Il aurait pu faire la politique, il a toujours refusé, mais c'est un démocrate qui a toujours accepté l'issue des élections. De ce point de vue-là, il est libéral au sens propre du terme, il est pour la liberté. Il est absolument opposé à toute forme de dictature, fasciste, l'Italie fasciste, sur laquelle il a aussi écrit des choses tout à fait virulentes, bien sûr nazie, mais aussi stalinienne, puisqu'il a connu l'époque stalinienne. Je rappelle que son épouse est russe et qu'il est allé plusieurs fois en Russie, y compris en URSS, où il a pu voir beaucoup de choses, beaucoup de réalités dans les faits, et il en est revenu absolument effrayé, absolument effrayé. En revenant, il écrit un petit livre, en 1925, qui s'appelle A Short View of Russia, donc une brève vision de la Russie, qui est un tout petit livre d'une vingtaine de pages, dans lequel il explique combien il a l'effroi que ce système pourra un jour s'implanter en Grande-Bretagne, dans son pays. Donc il y a cette question, à mon avis, fondamentale de la liberté
Ce que Keynes propose, c'est un changement du système vers plus d'égalité, vers une plus grande efficacité, de façon générale, vers une plus grande efficacité, mais par des voies parfaitement démocratiques. Il n'a jamais été question, dans l'esprit de Keynes, de faire quelques révolutions, sinon intellectuelles, bien sûr que ce soit, sinon intellectuelles, ou d'avoir recours à quelques méthodes coercitives que ce soit. Je pense que là, il y a quand même une différence très fondamentale. C'est que dans un cas, on continue à s'inscrire dans un système qui est démocratie, comme disait Churchill, évidemment, a ses défauts aussi, j'en suis bien conscient. Enfin, ça reste, le pain quotidien des keynésiens reste cette idée de démocratie, là où je crois que les marxistes, enfin, sauf Serge, si tu me dis le contraire, que se sont quand même fort éloignés de ces, en tout cas, peut-être pas les marxistes, mais les staliniens, qui ne sont pas nécessairement la même chose, se sont fortement éloignés de cette idée-là. Et je dois dire que ce n'est pas rassurant quand tu nous dis qu'un jour, peut-être, le marxisme finira par triompher, ce à quoi, personnellement, je ne crois pas. Mais voilà, c'est ce qui fait l'intérêt de nos discussions. Parce que, quand bien même il triomphe, pourquoi pas, mais quelle garantie avons-nous qu'il triompherait dans une version démocratique et respectueuse de la liberté et de chacun et des droits des êtres humains? Alors Serge, est-ce qu'il y a des convergences tactiques possibles ou est-ce que le seul développement possible, c'est que les capitalistes vendent la corde pour les pendre? Merci de reposer la question parce que le sens profond, Dominique, de ta question, c'est d'essayer de trouver des éléments qui seraient des communs dénominateurs et qui pourraient, en matinant un peu de marxisme dans le keynésianisme et inversement, donner un peu plus de hardiesse aux politiques keynésiennes et en même temps modérer les ardeurs du marxisme. C'est une vue utopique et une vue de l'imagination pour moi. Il y a inévitablement des convergences quand on a le même ennemi et dans un monde économique en contraction qui va se développer, les doctrines néolibérales, les doctrines du trickle-down, les doctrines économiques qui reviennent en fait à la conception de l'archéolibéralisme de Adam Smith et de Ricardo. Inévitablement, ces nouvelles conceptions ultralibérales vont s'en prendre au keynésianisme de la même manière qu'elles s'en prennent au marxisme, même ennemi commun. Et quand on a le même ennemi commun, on peut retrouver là des fronts pour se défendre. Ça ne veut pas dire que l'on puisse combiner l'un et l'autre. Le keynésianisme restera cette conception qui vise à maintenir, à faire survivre un système à travers les crises qu'il rencontre, là où le capitalisme veut développer une économie qui serait au service de la population et de la société. Et il n'y a pas là de commun dénominateur autre que celui d'un combat qui peut être mené contre un adversaire commun dans des conjonctures spécifiques, comme on peut les retrouver. Je donne un exemple. On a souvent indiqué qu'il y a des politiques keynésiennes qui ont été mises en œuvre là où les politiques sociales sont développées. Et on va pu prendre, outre le New Deal rooseveltien, on a pu prendre le Front populaire en France. Si les mesures qui vont soutenir le monde du travail avec un relèvement généralisé des salaires, avec des accords interprofessionnels, avec des réformes de diminution du temps de travail à 40 heures par semaine en 1936 et avec la plus belle 2 semaines en France, en Belgique ça ne sera qu'une, 2 semaines de congés payés. Ce n'est pas là une politique keynésienne, c'est là le fruit d'un rapport de force dans lequel un front, le Front populaire, qui est l'union de 2 partis, le Parti socialiste et un parti radical, soutenu par le Parti communiste français de l'extérieur, s'est fondé sur la mobilisation populaire qui, une fois le 3 mai 1936, soir des élections et victoire de ce Front populaire, s'est mobilisé dans les usines, a occupé les usines et a manifesté dans la rue pour revendiquer immédiatement la mise en œuvre de ces réformes qui étaient prévues dans les programmes électoraux, ce qui a pu être fait. Rien de keynésien là-dedans.
au contraire une politique de pratique qui vise à peser sur le rapport de force et qui indique, pour moi, la justesse d'une analyse qui se fonde non sur la volonté de trouver un consensus et une société idéale dans la contradiction, mais de peser sur la contradiction pour les éliminer ou à défaut de les éliminer pour les réduire. Merci d'avoir terminé sur ce moment qu'on appelle l'embellie, d'ailleurs, dans l'histoire ouvrière. Messieurs, merci pour ces développements. La qualité de vos explications le disputait à la profondeur de vos raisonnements, et tout cela a été sublimé par une limpidité de formulation dont je ne puis que vous remercier. Vous êtes comme moi, vous sentez cette vibration particulière d'un public captivé. Vos explications ont porté la curiosité à un point d'incandescence tel que je sens même une petite odeur de torréfaction. Nous allons donc faire circuler un micro maintenant. Vous allez pouvoir poser vos questions en indiquant à qui elles s'adressent, si elles s'adressent aux deux ou à un en particulier. J'insiste, c'est une séance de questions et j'invite celles et ceux extrêmement intéressants qui seraient tentés d'entamer une autre conférence à venir plutôt nous voir après, au moment du verre de l'amitié, et nous la programmerons ensemble. Et donc, si vous voulez bien formuler des questions, de sorte qu'on puisse en prendre un certain nombre, et ensuite nous prendrons le verre de l'amitié. Et je vois que Marc lève le doigt, mais je ne vois que lui parce qu'avec la lampe, je vois moins. Marc. Oui, je vais essayer d'être court parce que c'est... Donc, je reprends l'exemple de M. Pagano sur le fait qu'il y a quand même des réussites, entre autres dans les universités où on voit le nombre de femmes qui s'y ont inscrites, et c'est une preuve que c'est une réussite. Et je trouve effectivement, sur ce plan-là, on ne peut nier que par rapport à quand moi j'ai commencé mes études, il y a 40 ans, il y a une forte différence. Mais j'ai aussi travaillé 30 ans dans la sidérurgie, ici à Charleroi, et il n'y a pas de femmes dans les salles, il n'y a pas de femmes qui travaillent en sidérurgie, peut-être dans les appointés, et dans les cadres, non plus. Il a fallu que je sois pensionné dans les environs de l'an 2003-2004 pour voir une première femme cadre dans le nombre de cadres de la sidérurgie ici à Charleroi. Or, j'ai pu me balader dans l'ex-RDA, donc après la chute du mur, dans une usine qui a été construite de l'époque de la RDA. J'ai logé chez une femme qui était cadre de l'usine encore à ce moment-là, mais qui l'était déjà avant, et elle a dit 50% des cadres dans notre usine sont des femmes. Il y a une différence. Donc moi je pense que dire que c'est une réussite du capitalisme, je pense, bon on peut dire aussi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en RDA, mais je pense que c'est une réussite du socialisme, d'une certaine forme de socialisme ou d'étatisme ou de collectivisme. Bien voilà. sûr. Merci. Merci pour votre question d'abord. Le monde n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Et c'est vrai que la progression vers l'égalité homme-femme, on n'est pas encore arrivé au bout, c'est tout à fait clair. Vous citez à juste raison la difficulté qu'il y a pour les femmes, ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire pour accéder au niveau de décision le plus élevé dans les entreprises. Je vais vous donner un exemple malheureusement frappant. J'ai dit beaucoup de bien de la Banque centrale européenne tout à l'heure. Je vais me permettre d'en dire un peu de moins bien. Dans le conseil de direction des gouverneurs et vice-gouverneurs et directeurs de la Banque nationale de Belgique, il y a aujourd'hui 0 femme. Il n'y en a plus. Il y en avait une, on l'a écartée et on l'a remplacée par un ancien ministre. Voilà, c'est clair que ça ne va pas dans le sens escompté. Puis-je vous faire remarquer néanmoins que si on prend les universités, à l'université, ça devient difficile d'être doyen au masculin. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir... Alors, c'est bien qu'elle veut qu'on l'appelle Madame le doyen, parce que c'est la tradition, mais ce n'en est pas moins une femme. Et il y a un certain nombre de collègues qui sont des femmes, qui sont des doyennes. Enfin, on n'a pas encore de recteur. C'est déjà arrivé à l'ULB, ce n'est pas arrivé chez nous. Mais on n'a pas encore de recteur. Mais je pense qu'on va y arriver un jour ou l'autre. Je vais me permettre de terminer la réponse à votre remarque de la façon suivante. On dit toujours... Le monde aura atteint l'égalité entre hommes et femmes lorsqu'on mettra une femme incompétente à un poste de responsabilité. C'est François Giroud qui disait ça. Eh bien, je vais vous dire, nous n'en sommes pas là. Nous nous contentons pour l'instant de mettre des femmes compétentes à des postes de responsabilité. Monsieur, et puis,
Thierry Verhoeven, du journal Essentiel, posera une question. Entre Monsieur. ces deux merveilleuses théories, que semblent devenir les Chinois? Je n'ai pas compris Nous la n'avons question. pas compris, nous n'avons pas entendu. Avec ces deux merveilleuses théories, que semblent devenir les Chinois? Oui, oui. Sans doute une question qui s'adresse à Serge. En tout cas, J'imagine qu'il il s'adresse l'empoigne. plus à moi. Et la Chine, effectivement, pose un énorme problème sur la question. Dans quel système nous trouvons-nous? Alors, si l'on reprend l'évolution de l'histoire chinoise, oui, un parti communiste qui en finit avec une société profondément inégalitaire et qui va relever le niveau de vie, qui va le faire à travers d'énormes crises, le grand bond, et puis la révolution culturelle, mais aujourd'hui, qui vérifie cette analyse du marxisme qu'à travers le socialisme, la lutte des classes est toujours présente et que cette lutte des classes, elle oppose ceux qui possèdent ou veulent défendre la propriété privée à ceux qui bénéficient de la propriété collective, que cela se répercute jusque dans les appareils politiques, c'est-à-dire jusque dans le sommet de l'État ou du parti, et que inévitablement on retrouve en Chine ce que l'on avait retrouvé en Union soviétique après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'appareil du parti était noyé dans la corruption, cette lutte de classe qui s'intensifie et qui vérifie que la lutte de classe est à ce point réel que les tenants de l'économie de marché, c'est-à-dire du capital, finissent par l'emporter sur ceux qui veulent maintenir l'économie collective. En Chine, où irons-nous? Il y a à l'intérieur de l'appareil politique du parti chinois, pour le peu que j'en sais de la société chinoise, ces luttes de classe dans lesquelles on retrouve les deux points de vue: maintenir une économie collective qui doit se faire sur base d'une planification des ressources en fonction des besoins estimés de la population et de la société, ou bien défendre des intérêts privés comme certaines sociétés que l'on laisse s'introduire en Chine le font, créant ces situations qui n'ont rien à voir avec le socialisme. C'est une société, si je peux me permettre de répondre également, qui a développé cette conception socialiste à partir d'une situation qui n'avait rien des fondements qui étaient prévus par Engels et Marx pour cette société socialiste qui l'imaginait. Là où le capitalisme s'était développé, avait développé la production de richesses et l'industrialisation de façon extrême, ce n'était ni le cas de l'Union soviétique, qui a dû rattraper sur 20 ans son retard colossal et énorme. Ce n'était pas non plus le cas de la Chine. Ça aurait été la Belgique. Si ce n'était pas le cas de la Chine, qui, dans une société profondément agraire et attardée, au niveau de celle de l'Inde, a tenté de construire sur une base volontariste, en mobilisant la population, une autre société, une alternative qui se fondait sur l'idée socialiste. Mais ça n'empêche pas que la lutte des classes puisse toujours la travailler. Vous ne considérez pas que la Chine est un capitalisme d'État? Qu'est-ce que ça, je veux bien considérer la Chine comme un capitalisme d'État, mais il faudrait qu'on définisse ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Moi, j'y vois plutôt que la volonté de mettre un terme qui, parce qu'on le définit, semble l'expliquer, mais ne l'explique pas pour autant, hein. Méphisto dans le Faust de Goethe, là où la science fait défaut, le mot trouve à propos sa place. Alors on dit capitalisme d'État, qu'est-ce que ça explique? Ça n'explique rien de ces tensions et de ces luttes qui se passent à l'intérieur de la société chinoise dans une situation de contrainte et qui implique qu'il y a là des intérêts opposés qui s'agitent et que l'on veut masquer, nous, à travers cette capacité de la langue française à prononcer de belles paroles que l'on peut masquer à travers une conception qui ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit d'intéressant. Merci. Et nous ne répondrons pas par des salves d'espérance à chaque écroulement de certitude et nous donnerons la parole à Thierry Verhoeven pour sa question.
Oui, deux petites questions. Moi, je suis quand même fasciné par la capacité de résilience, dans moi la mode résilience, du capitalisme et du capitalisme néolibéral. J'aimerais bien savoir ce que nos deux professeurs pensent de cette capacité de résilience du capitalisme. Deuxième petite question, mais on dit souvent en boutade, mais il l'a dit dans des conditions particulières, Marx a dit « moi je ne suis pas marxiste ». Et moi je vois plus le marxisme comme une pensée critique que comme une doctrine. Et là, ma question s'adresse plus à Serge Desruettes. Que penserait Marx aujourd'hui de la lutte des classes et du prolétariat, qui n'existe plus, et du populisme de gauche de Chantal Mouffe, par exemple, qui dit le rapport capital-travail n'est plus ce qu'il était, et il y a le nous et le eux. Que penserait Marx du développement du capitalisme financier et du capitalisme cognitif dont parle Yann Moulier-Boutan? Voilà. Merci. Joseph Pagano. Alors oui, sur la résistance ou la résilience, comme vous voulez, du capitalisme, vous avez raison. C'est probablement une des caractéristiques les plus profondes d'un système capitaliste, c'est qu'il survit aux crises. Alors que les marxistes, je pense, Serge, hein, tu contrôles toujours, parce que quand je m'aventure dans le domaine marxiste, bon voilà, je sais que c'est glissant pour moi, alors que les marxistes ont toujours pensé qu'il y aurait une ultime crise, une crise qui signifierait la fin du système capitaliste. Ce qu'on observe, c'est que non seulement la crise fait partie du système capitaliste, la crise est un élément d'un système capitaliste. Le système capitaliste est en crise de temps en temps. Tous les 10 ans, tous les 15 ans, peu importe, de temps en temps. Mais à la fin, c'est toujours le capitalisme qui gagne. C'est-à-dire que le capitalisme a cette capacité de résister aux crises. Non seulement il résiste aux crises, mesdames et messieurs, mais il se renforce pendant les périodes de crise. Parce que pendant les périodes de crise, comme la situation économique est difficile, eh bien, les gouvernements, généralement, toutes orientations politiques confondues, généralement durcissent les conditions sociales pour permettre aux entreprises de respirer davantage, de récupérer des marges bénéficiaires et de repartir. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le durcissement des conditions du traité de Maastricht, avec cette idée saugrenue de dire qu'un État peut en dénoncer un autre, eh bien c'est un résultat de la crise de 2008. C'est pour renforcer la discipline budgétaire suite à la crise de 2008 qu'on en est arrivé là. Ce qui tout de même, si vous me permettez, M. Cabiot, est paradoxal. Parce que la crise de 2008, d'abord, n'est pas une crise européenne, c'est une crise américaine. Nous l'avons importée comme nous importons beaucoup de choses, mais à l'origine, c'est une crise américaine. Ce n'est pas une crise des finances publiques, c'est une crise du secteur privé. Mais ce qu'il y a de plus privé, la finance, le cœur de la finance, la banque, la bourse, eh bien, non seulement les banques et les bourses vont résister, elles vont s'en sortir très bien. Aujourd'hui, elles gagnent beaucoup d'argent, mais pour éviter, curieusement, la reproduction de ces situations, l'Europe, et pas les États-Unis, on est dans des paradoxes multiples, l'Europe durcit les conditions d'intervention des États, alors que ce sont les États qui sont intervenus pour sauver les banques. Voilà. Donc ceci pour dire qu'effectivement, c'est une des caractéristiques majeures, vraiment fondamentales du capitalisme, qui se nourrit quelque part de la crise parce que ça oblige à durcir les conditions sociales, ça oblige à durcir, à freiner l'intervention des États, ça oblige bien sûr dans le contexte intellectuel d'aujourd'hui, hein, on pourrait très bien faire autre chose. Mais voilà, donc moi, un jour, un de mes collègues de l'ULB, qui faisait une conférence à laquelle j'ai assisté, disait « le capitalisme est mourant ». Je n'ai évidemment pas contredit publiquement, parce que ça ne se fait pas, mais en allant boire un verre, j'ai dit « écoute mon vieux, le capitalisme n'est pas mourant du tout. Pourquoi veux-tu qu'il soit mourant ?» C'était en 2009, hein, en plein milieu de la crise. La crise, bah, voilà, c'est une crise, ça arrive, ça fait partie du système, et je pense que petit à petit, alors il faut être honnête, les capitalismes, avec l'aide de certains keynésiens, ça c'est vrai, ont appris à gérer ces crises. Ça, c'est un processus d'apprentissage. À la longue, on sait très bien comment il faut faire, et voilà. Pour la deuxième partie, je laisse la parole. C'est plutôt Serge. Mais ici, l'explication de la privatisation des bénéfices et de la socialisation des pertes est plus une illustration d'un concept marxiste. Donc, effectivement, hein, la capacité de résilience du capital est particulièrement étonnante. Et là, on peut prendre en défaut
la conception d'un marxisme qui disait que le capitalisme succomberait aux crises qu'il engendre. Le capitalisme a réussi dans la fin du 19e, dans le 20e siècle et encore en début du 21e siècle à surnager et à se retrouver après d'énormes crises. Donc on peut penser que là, le marxisme s'est avéré inopérant pour expliquer les choses, et pourtant, le marxisme ne dit pas que le capitalisme va s'effondrer dans le XXe siècle ni dans le XXIe. Ni Engels ni Marx n'ont jamais donné de date. Certes, on pouvait les imaginer relativement proches de la période dans laquelle il pensait, et il l'envisageait à travers l'action populaire pour renverser le capital, sans attendre qu'il s'effondre par lui-même, parce qu'il savait, au contraire de ce qu'on dit trop, que ce capital avait toutes les ressources pour pouvoir surnager et survivre aux crises qui le gangrénaient. Et le premier de celles les premières méthodes qui ont été utilisées, c'était le débordement de frontières nationales, la course aux colonies, à l'extension des marchés, la possibilité de créer de nouveaux marchés et donc de délocaliser, comme on le dit aujourd'hui, à travers une politique impérialiste, celle du colonialisme fin du 19e, début 20e siècle. Ça l'a été également là où le marxisme explique que les crises sont le fait de la surproduction. Et là, si je me permets juste une petite parenthèse sur ce qu'a dit Joseph, hein, le marxisme, Joseph ne fait que citer Keynes, hein, qui le disait lui-même, hein, le marxisme est un ricardisme. David Ricardo, cet économiste libéral qui considérait que les crises étaient par définition des crises de surproduction et qui avait établi que la valeur des marchandises, les marchandises qui ont été produites, vient de la quantité de travail qui a été incorporé. Et oui, le marxisme s'inscrit dans cette conception, mais il y ajoute cet élément qui le fait dépasser le ricardisme en l'utilisant comme un tremplin, mais aussi comme un repoussoir. Il intègre dans cette idée de la valeur des marchandises le fait que les travailleurs ne reçoivent pas l'ensemble de la quantité de la valeur qui est produite et que de là découle la crise de surproduction qui doit se faire à intervalles plus ou moins réguliers où les entreprises incapables d'écouler sur le marché la valeur produite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas rétribué les producteurs de cette valeur à la hauteur de cette valeur. Doivent alors fermer boutique, stocker et puis rentrer dans cette crise qui est néfaste pour tout le monde. Ça, c'est l'explication du marxisme. Le marxisme ne dit pas que le capitalisme va succomber à ces crises, il dit qu'il s'agit de le renverser parce que ce système n'est pas viable. Le XXe siècle a montré que le capitalisme avait encore bien des ressources pour survivre, alors même qu'il vérifiait le fait qu'il y avait si souvent des crises. La grande crise de l'entre-deux-guerres des années 30 en est un exemple. Et comment on va en sortir? En développant alors, puisqu'il manque des ressources pour acheter les quantités de richesses produites, en développant alors de l'argent particulièrement fictif. L'argent est déjà une fiction, mais un argent fictif au carré, c'est celui du prêt, celui de l'emprunt, celui de la dépense de l'argent que l'on n'a pas. Et c'est en développant cette politique d'emprunt que l'on retrouvera aussi une possibilité de survivre, ce qui n'empêche pas qu'à l'intérieur même de ces mécanismes d'emprunt, on y retrouve inévitablement ce que le marxisme avait exposé, ce que Marx dans le Capital, livre 3, avait indiqué, c'est-à-dire ces crises qui sont inévitables et qui sont le lot du capital, non pas comme des maladies qui lui tombent dessus inopinément, mais comme inscrites dans sa phase de croissance. Merci. Nous allons prendre une dernière question peut-être. Je vois, il y a deux dernières questions. Je vois deux mains qui se lèvent. Puis, là, oh. Troisième question. Voilà. Je vous en prie. Bonsoir. En fait, Bonsoir. voilà, je voudrais vous poser cette question. Ne trouvez-vous pas que le système capitaliste est un système extrêmement égoïste? Serge Deruet.
Oui, si on raisonne dans cette catégorie de termes moraux, si l'on veut placer un qualificatif moral sur le capitalisme, égoïste est certainement une bonne définition. J'ai rien à dire là contre, ce n'est pas le terme que j'utiliserai, mais c'est effectivement la mise en évidence des intérêts individuels, le mépris des intérêts collectifs. Et là, vous avez alors raison de dire que c'est égoïste. Jean-Yves Pagano. Mais le capitalisme est fondamentalement construit sur l'idée individuelle. C'est un système, là où le marxisme est en principe en tout cas collectif, où le keynésianisme met en jeu une certaine forme de collectivité. Le capitalisme pur est un processus strictement individuel, avec l'idée simple que si une personne produit des biens qui se vendent et donc peut faire un bénéfice, ce bénéfice est pour lui et pas pour l'État. Le corollaire de ça, c'est que si ça va mal, les pertes sont pour lui aussi. Comme disait Dominique tout à l'heure, évidemment, la perversion, c'est qu'on assiste à des moments où on collectivise les pertes, mais on continue à privatiser les bénéfices. On peut avoir deux points de vue là-dessus. Certains vous diront, tout compte fait, c'est un système qui récompense l'effort, qui récompense l'initiative, qui récompense l'innovation, l'originalité, et ce n'est pas anormal, ce n'est pas mon point de vue, je le dis tout de suite, mais ce point de vue existe, ce n'est pas anormal que les fruits du travail, de l'originalité, de l'effort, etc., reviennent à la personne qui l'a fait. L'autre point de vue est de dire, oui, c'est un peu le sens de la discussion ici, non, ça c'est profondément inacceptable, c'est profondément immoral ou amoral, c'est un peu comme vous voulez, parce qu'il y a toute la dimension de la société qui est absente. Mais ce débat-là, entre est-ce qu'il faut récompenser l'effort ou est-ce qu'on doit avoir une vision sociale au sens de la société, voilà, c'est un débat très large. Merci. L'avant-dernière question, je vous en prie. Monsieur Pagano, je voudrais revenir sur Keynes. Il y a 5-6 ans, vous avez organisé ici à Charleroi un colloque sur Keynes avec la Banque nationale, monsieur de Watripon. On nous a mis en appétit le grand retour de Keynes. Toute la salle a vibré au nom de Keynes. À l'époque, la Banque centrale européenne n'avait pas encore déversé tous ces milliards d'argent à taux zéro. Et maintenant, on se dit, mais finalement, tout cet argent, il ne semble pas très bon, il n'a pas servi vraiment à l'économie, il a servi à la spéculation. Bon, j'entends maintenant des économistes qui disent le matin à la radio, attention, tous ces milliards, il faudra les rembourser. Si demain, la Banque centrale européenne ferme le robinet, si les taux repartent à la hausse, moi, je prévois une grande catastrophe financière. Quel est votre avis à ce sujet-là? Merci. Joseph Pagano. Oui, je réponds maintenant. Voilà. Oui, donc c'est le 11 février 2016, monsieur, que nous avons reçu Mathias de Watripon. Donc pourquoi le 11 février 2016? Ça devait être le 4 février 2016, c'est-à-dire exactement 80 ans après la sortie de la théorie générale, le 4 février, mais M. de Watripon était à l'étranger, donc on a reculé d'une semaine, d'où le 11. Voilà, effectivement, cette conférence de très très grande qualité de M. de Watripon, qui, c'est vrai, allait dans le sens où je vais aujourd'hui. Nous sommes, je pense, très très largement d'accord tous les deux, dire oui, il y a un retour des idées keynésiennes. Alors il y a la question que vous évoquez de l'intervention dans les banques. D'abord, c'est très keynésien, vous savez ça. Une intervention de l'État pour faire fonctionner mieux, pour éviter qu'il s'effondre le système capitaliste, c'est la définition même du keynésianisme. Donc quand on cherchait une preuve de la vigueur du keynésianisme, la crise de 2008, en dehors même de la question de la politique budgétaire, nous en apporte l'évidence. C'est typiquement keynésien. Ce n'est pas très marxiste, je pense, mais sur ce point-là, je laisse bien sûr Serge réfléchir. Alors, après, il y a la question de qu'est devenu cet argent. Donc ça a coûté 29 milliards, je signale. L'intervention de l'État dans les banques, l'État belge, a coûté
29 milliards. Pour l'ensemble de l'Union européenne, c'est 4 500 milliards d'euros qui ont été injectés pour sauver les banques sous forme d'intervention, sous forme de garantie. La Cour des comptes a calculé à la fin de l'année passée, fin 2018, qu'entre-temps, nous avons récupéré entièrement nous, l'État belge, bien sûr, hein, pas moi, personnellement. L'État belge a récupéré entièrement les dits 29 milliards d'euros. Chiffre à l'appui, il regarde les dividendes que l'on a perçus des banques, les plus-values que l'on a faites sur la revente partielle de BNP, les garanties que les banques ont dû verser dans un fonds public, eh bien, au total, on a récupéré les 29 milliards. C'est un peu la démonstration de ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire à un certain moment, quand le système ne fonctionne pas, il faut le faire fonctionner, contre sa volonté, au besoin. Là, ce n'était pas contre sa volonté, mais au besoin, contre sa volonté, parce que tout compte fait, voilà, ça nous permet d'éviter les catastrophes et ça permet aussi, après un certain temps, de faire en sorte qu'on récupère, hein, c'est l'idée du multiplicateur qui fait qu'on récupère sa mise. Donc voilà, je pense que ça répond à votre question. Merci. Voilà. Nous allons prendre la dernière question, mais de toute façon, au moment du verre de l'amitié, il sera possible de prolonger les discussions et d'en venir à des questions plus pointues. Monsieur, il vous revient de poser la dernière question. Alors, ma question s'adresse à nos deux intervenants. Et en fait, j'aimerais savoir, pensez-vous qu'on puisse changer de système économique en Belgique, ou alors du moins le modifier? Serge de Ruette. Voilà une grande question générale et la réponse va être oui. Hein, on peut changer de système économique et on peut le modifier. Tout dépend dans quel sens et sous quel rapport de force, quelles sont les forces à l'œuvre pour le modifier. Est-on du côté de l'offensive patronale qui, dans une crise qui prend le monde du capital à la gorge, veut intensifier et développer toujours ses profits sur le dos des travailleurs, ou bien est-on dans la perspective de lutte de travailleurs qui finissent par imposer un rapport de force dans lequel on peut retrouver une politique un peu plus respirable pour ce monde du travail? Donc la réponse est inévitablement oui, tout dépend des conditions, tout dépend des luttes, tout dépend des conditions objectives et subjectives. Donc, objectives, situation économique et sociale, rapport de force, subjectif, force en présence, organisation du mouvement ouvrier, du mouvement des travailleurs pour faire pencher la balance. Petite parenthèse pour terminer, puisque c'est là-dessus que je vais conclure, et pour répondre à une remarque à laquelle je n'ai pas répondu de Joseph, il me dit le monde du travail, le monde ouvrier, il s'amenuise aujourd'hui, mais non. Je n'ai pas dit ça. Ah ben, c'est que j'ai mal entendu et je suis heureux que tu n'aies pas dit parce que j'aurais contesté là-dessus. Effectivement, on n'a pas un monde du travail qui ressemble à l'image du métallo de 36, mais le salariat qui a la condition du monde du travail, le salariat, lui, s'étend et s'étend sur la planète et devient la condition de vie et de survie. Il faut aussi tenir compte de cela. On ne doit pas voir seulement que la situation de l'Europe occidentale, mais l'ensemble du monde. Le salariat se développe et ce salariat est la condition de vie de toujours plus d'individus. Le rapport de force est toujours là. Merci, Joseph Pagano, par rapport à cette dernière question. Très brièvement, je serai un tout petit peu plus nuancé que Serge. Je crois qu'on peut faire évoluer le système. Ça, c'est assez manifeste. On voit bien qu'il a énormément évolué sur les 50 dernières années, par exemple. Je crois qu'il est inévitable qu'il évolue vers le sens de plus d'égalité et vers le sens d'une économie qui sera plus verte. On ne saura pas éviter ça. De là, renverser complètement le capitalisme, renverser complètement l'économie de marché, personnellement, je n'y crois pas. Je suis d'accord avec Serge sur cette idée de rapport de force, c'est-à-dire que les choses ne changent pas toutes seules. Qu'à un certain moment, il faut les faire changer. Et qu'effectivement, par exemple, pour qu'on ait une vision plus favorable à l'environnement, au climat de l'économie, il faudra bien qu'il y ait une pression. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il faudra bien qu'il y ait une pression démocratique, en tout cas
je l'espère. Et voilà. Mais voilà, donc je pense qu'on peut évoluer, je pense que le système va évoluer, mais je ne crois pas du tout, moi, à un renversement complet, aussi tout simplement parce que, là je vais aller dans le sens de Serge, les intérêts privés de ces grandes sociétés qui font le capitalisme aujourd'hui sont tellement gigantesques que pour renverser ça de façon pacifique, ça me paraît très difficile. Voilà. Merci. Alors je voudrais, en votre nom à tous, remercier Madame le doyen Chantal Scoubou pour son mot d'introduction et nos deux intervenants. Je vais solliciter vos applaudissements pour les remercier de leurs interventions. Merci beaucoup Joseph Pagano, merci Serge de Ruette. Je rappelle que vous pouvez acquérir un de leurs ouvrages et l'enrichir d'une signature. Et je voudrais, au nom de l'Université de Mons et de l'Université ouverte, vous remercier pour votre participation et vous inviter maintenant à passer dans la mezzanine où est servi le verre de l'amitié et ça permettra de prolonger la discussion. Merci beaucoup.